Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour un nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Désolé, j'étais pas très disponible cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la chaîne parce que je suis retourné en Andorre quelques jours pour régler des choses avant mon départ définitif. Voilà pourquoi vous reconnaissez le bureau d'avant. Voilà, et là ça y est, je suis libéré de toutes mes obligations pour pouvoir faire un gros point marché. On va surtout se concentrer sur les indices avec une semaine qui était un petit peu chiante, un petit peu compliquée. Compliquée aussi un petit peu pour moi. Je suis en léger négatif. Je le dis aussi. Je pense que c'est important de ne pas faire croire qu'on gagne tout le temps sur YouTube parce que ça n'existe pas. Et ça ne va faire que créer de la frustration chez vous. Cette semaine n'était pas exceptionnelle pour moi. Voilà, j'ai pas pris de casquette non plus, mais je termine en léger négatif. C'est comme ça, on avait fait un super mois de mai à plus de 12%. Donc voilà, on a le droit de faire une semaine pas terrible. D'autant que voilà, je me suis fait un peu piéger. Alors j'avais quand même anticipé un petit peu la baisse. Je savais que les chiffres de l'inflation étaient majeurs. Je me doutais qu'ils allaient avoir un impact important sur le marché qui a attendu ça toute la semaine. Simplement, j'ai pas su rentrer dans l'accélération baissière de vendredi. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et du coup, le reste de la semaine, on était un peu dans un étau. On était un peu dans un range, si on regarde le dos. Donc c'était compliqué pour moi de faire des achats. Et les ventes, on a eu du mal, il y a eu des rebonds. Donc on a été vraiment toute la semaine dans un range. Donc c'est vrai que nous qui cherchons des mouvements d'accélération, des flux, des cassures de paires, des cassures de plus bas, des divergences baissières après des petits rebonds, etc. C'était pas évident. Heureusement, le Forex a été bon et ça nous permet de finir. Voilà, je termine à peu près à -1. Donc ça va, c'est pas fou. Mais voilà, un peu déçu parce que j'avais un peu anticipé cette baisse-là. Ça faisait partie de mon scénario. Surtout quand on a vu que le Fanion ne passait pas, que la moyenne mobile 50 ne passait pas sur le dos, que la médiane d'Andrews ne passait pas. Je me doutais un peu qu'il allait aller au moins jusqu'à 32 cette semaine. Et pourquoi pas plus. Donc c'est pas grave, ça arrive et on garde le smile bien sûr. Et à nous d'être très bons la semaine prochaine. Donc pour faire un point du coup un peu plus détaillé, on va commencer par le Dow Jones. On va regarder un petit peu l'hebdo. Donc ouais, c'est vraiment dégueu. On est toujours dans cette phase corrective qu'on a initiée au début de l'année finalement. Cette année, elle est plutôt baissière pour l'instant. On le voit, tant qu'on sera sous cette résistance majeure, ce sera très baissier. On n'a pas encore cassé les plus bas précédents en clôture hebdo, mais voilà, c'est important de voir que le marché devrait, en toute théorie, aller chercher le bas de la fourchette et du coup les 100% de retracement de la phase de rebond technique. Si je prends le rebond et que je fais un Fibonacci en partant du point ici jusqu'au point haut, alors attendez, je vais écarter mon graphe pour que vous puissiez bien voir, voilà, on a largement pété les 61,8. Donc la règle, ce serait théoriquement d'aller chercher les 100%. Il y aura le bas de cette fourchette d'Andrews qui est quand même pas mal, qui a bien fonctionné notamment au niveau de la médiane, on l'a vu, elle était assez travaillée, 2 fois support, ça a presque fait support, puis résistance, donc elle est assez juste cette fourchette-là. Donc voilà, évidemment, à moins d'être aveugle, on le voit que la dynamique est plutôt vendeuse. On a échoué plusieurs fois sous la moyenne mobile, il n'y avait pas eu de croisement 20-50, on est repassé sous la 20. Voilà, alors après, est-ce qu'il faut short qui peut on va voir qu'au niveau du Standard & Poor's, qui est le boss, on peut même le regarder tout de suite. Le Standard & Poor's, lui, il a évidemment à peu près les mêmes mouvements. C'est lui le taulier, j'ai envie de vous dire, c'est lui qui décide. Il y a un seuil qui est très important, c'est le niveau des 20% de baisse. Le niveau des 20% de baisse, c'est ce niveau qui officiellement, en cas de cassure, fait basculer le Standard & Poor's dans ce qu'on appelle un bear market. C'est comme ça, c'est le seuil théorique. Donc c'est le niveau justement qui avait été sauvé fin mai, avant le début du rebond technique, et là on y arrive de nouveau. On s'est arrêté, regardez, pile poil sur les plus bas en clôture, autour des 3009. S'il casse les plus bas et qu'il casse les 20%, là c'est dangereux parce que le fait de basculer en bear market, entre guillemets officiellement, même si on le sait qu'on est dans un flux plutôt baissier, et nous on cherche d'ailleurs prioritairement des baisses, même si on a voulu travailler aussi des rebonds lors de la phase de rebond, on suit ce qu'on voit, mais on le sait qu'on est dans un marché correctif, et bien le fait de casser le seuil des 20%, voilà, pour toutes les grosses mains, tous les institutionnels, tous les gérants qui ne sont pas férus d'analyse technique, et évidemment il y en a beaucoup, eh bien ça va changer beaucoup de choses. Donc si jamais on casse 3800, on va dire, 3800, 3820, là on pourrait avoir une accélération baissière plus importante avec un espèce de sell market plus important, et pourquoi pas envisager d'aller chercher du coup le palier 50% de Fibonacci et de retourner sur 3450. Donc ça c'est un petit peu mon scénario. Maintenant la grande question la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on
va sauver ce seuil 20%? Est-ce que le marché va sauver ça? Et donc ça va être important à surveiller avec peut-être la semaine prochaine une remontada parce que voilà, le marché procède à des achats à bon compte. Mais l'échec du rebond de justement la dernière vague, on va dire, entre le 20 et fin mai, la tentative de rebond technique, le double bottom validé et les échecs sur les moyennes mobiles 50, on a une tentative de rebond avorté et du coup ce niveau qui avait déclenché des achats à bon compte n'a pas trouvé de relais. Pourquoi? Parce que fondamentalement, eh bien, on est toujours dans la même impasse avec d'un côté des banques centrales qui n'ont pas le choix que de monter des taux d'intérêt parce qu'il y a une forte inflation et le chiffre de vendredi l'a encore prouvé, donc elles n'ont pas le choix et c'est ça qui a fait baisser aussi. Beaucoup d'inflation, plus que prévu. Donc une obligation pour les banques centrales de garder un ton assez difficile et dur pour le marché, c'est-à-dire relever les taux, procéder à des arrêts d'achat d'actifs comme l'a fait la BCE. Donc fondamentalement, finalement, il n'y a pas eu le relais nécessaire. Si les chiffres de l'inflation, évidemment, avaient été un peu moins pires qu'attendu, là, ce rebond technique aurait pu avoir un relais, avec d'ailleurs, il y avait des petits fanions sympas. Mais voilà, fondamentalement, à moins d'une excellente nouvelle, je vois pas ce qui pourrait permettre au marché de rebondir. Donc, on va quand même se concentrer sur nos graphiques. On fait attention, on est sur les plus bas précédents. Il ne faut surtout pas casser les 3009 et encore moins les 3850. Si ça casse, aïe, 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 attention. Donc, si je reviens sur notre ami le Dow Jones, je pense qu'il ira chercher les 100% pardon, je vais y arriver, de Fibonacci. Vous le savez, qu'est-ce qu'on a en général quand on casse ce 61,8? Ça va être mon plan pour lundi. Ça va être d'attendre un petit rebond technique parce que ça peut aussi rebondir un petit peu, c'est normal. On peut avoir un petit rebond technique, justement, faire un pullback sur les 61,8 qui devient du coup une zone de short, en tout cas d'une zone sur laquelle je tenterai une petite vente pour aller chercher les 100%. Alors on verra comment on rentrera parce que là du coup c'est du 4 heures, ça veut dire qu'en théorie on met un stop au-dessus des 50, donc on a quand même un stop assez large, 350 points pour aller chercher certes 1000 points, mais du coup vous voyez sur 350 points, sur des capitaux même des 200 000, même des 150 000, eh bien vous êtes à ridicule du point. Donc je vais essayer de trouver cet après-midi, demain après-midi, une entrée un petit peu plus sympa. En tout cas voilà, j'ai pas envie de payer. On verra si finalement eh bien, les divergences qu'on est en train de former en une heure se déclenchent et qu'on repasse au-dessus des 61,8. Là oui, on peut avoir un rebond technique au moins jusqu'à l'intermédiaire d'Andrews. Quand je reviens sur ma fourchette, vous voyez, l'intermédiaire a été cassé, eh bien elle peut aussi être pullbackée pour derrière aller rechercher le bas, parce que c'est très souvent qu'on va chercher le bas quand on a cassé l'intermédiaire. Donc voilà, on a deux paliers entre guillemets. Je donne pour l'instant priorité aux ventes. 2 paliers que je vais surveiller pour lundi et la semaine prochaine. Ça va être le palier des 61,8, la zone à peu près 31 650 que je vais surveiller pour profiter d'un mini rebond, la MM20 qui va continuer à baisser pour essayer de tenter un short là-dessus, 6 signal, donc ça peut être un rebond demain matin et puis finalement une cassure de paire par le bas ou quelque chose comme ça. En cas de rebond un peu plus important, eh bien on surveillera le palier de la fourchette, justement l'intermédiaire qui est un petit peu plus haute, qui est à 32 200, et les plus aguerris entre guillemets, si on voit que ça passe 61,8 à la hausse, il y a peut-être carrément le rebond technique à jouer pour derrière faire le reverse vendeur sur cette zone-là. Donc ça, il faut déjà être un petit peu plus expérimenté. On verra le flux qui va se mettre en place lundi, parce que n'excluons pas qu'on puisse aussi directement casser les plus bas pour aller aussi chercher justement ce bas de fourchette et puis pourquoi pas les 100%. Donc on va dire que le plan jouer le rebond, c'est vraiment pas conseillé. Je vous conseille de suivre le flux, chercher des ventes uniquement, soit cassure du plus bas, soit pullback sur 61,8, soit pullback un petit peu plus important sur l'intermédiaire de la fourchette d'Andrews qui devient un super palier. Donc voilà ce que je vais chercher et ce que je vais attendre pour lundi. Je pense que tous ceux qui sont dans le live stream comprennent parfaitement ce plan. Si on regarde le Nasdaq maintenant, bah, c'est finalement un petit peu la même chose du côté du Nasdaq. Et regardez, là j'ai le Standard & Poor's à l'écran, le Dow Jones à l'écran, le Nasdaq à l'écran. Mais regardez Standard & Poor's Nasdaq, c'est exactement le même graphique. Donc on est revenu sur une corrélation quasi parfaite. Du côté du Nasdaq, on est vraiment dans la même tendance, bien sûr. Quand je regarde en termes de pourcentage par rapport au plus haut historique, combien on a perdu? On est sur 30% de baisse. Donc voilà, intéressant. Quand je regarde un petit peu le graphique hebdo, on a une petite zone polarité qui pour l'instant tient, c'est aussi le plus bas précédent. Donc il faut
vraiment pas casser ce palier-là. Donc il faut vraiment, si vous avez beaucoup d'actions technologiques à l'achat, il faut vraiment que cette zone soit sauvée. Si jamais on casse 50%, vous connaissez la musique, c'est 61,8 derrière, autour des 10 500. Et puis on verra si ça casse 61,8. Retour en l'envoyeur, ce sera un scénario un peu catastrophe. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de signal de retournement imminent. On sait juste qu'on est sur cette polarité. C'est la zone qui a tenu justement avant le rebond fin mai. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Je n'exclus pas que cette zone, comme j'ai dit, puisse déclencher des achats à bon compte une seconde fois, mais pour l'instant, pas de signal. Je vais donc me contenter sur le Nasdaq, un petit peu pareil, de surveiller les plus bas précédents pour essayer de voir ce qui va se passer là-dessus. Et puis, comme on peut le faire sur le Dow Jones, on prend son petit Fibonacci, on trace sa dernière vague de hausse sur le rebond technique, on voit qu'on a cassé le 61,8 et donc du coup, on a un trade un petit peu plus suivi de tendance sur le pullback pour aller chercher les 100%. Donc voilà ce que je vais plutôt faire, plutôt suivre le flux sur le Nasdaq et puis pas essayer d'acheter, évidemment, sauf si dans cette zone daily, on a un super signal comme une divergence validée, comme une épaule tête épaule inversée, comme ce genre de choses. Mais voilà, il y a peut-être des époques où j'étais un petit peu plus contrarien, comme on dit, à essayer d'acheter les baisses, essayer de vendre les hausses sur des signaux de retournement. Aujourd'hui, j'essaye de plus en plus de suivre le flux. Alors effectivement, dans les périodes de range, c'est un peu moins évident quand on fait moins de chartisme et de trading de niveau et plus directement du price action sur des OPR par exemple ou des bulles ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, mon plan pour le Nasdaq, j'ai pas envie de dire il est évident parce que voilà, le marché il peut encore nous fister et il peut très bien revenir sur 61,8 et puis finalement tout réintégrer, ce qui m'étonnerait, mais c'est possible. Notons quand même qu'il y avait des belles choses, notamment les cassures de ces espèces de petits drapeaux qu'on avait eu ici avant la deuxième vague de baisse, mais c'était juste avant la news et c'était exactement mon plan. Pour ceux qui sont dans la communauté, vous connaissez, c'était de jouer la cassure du drapeau si ça se validait, mais quand on a des accélérations comme ça, à moins de rentrer à l'arrache sans plan, avec des stops super larges en mode on verra bien, difficile d'être, on va dire, méticuleux sur un plan avec un ratio de 2. Vraiment en maîtrisant son stop loss de 40-50 points, assez compliqué à moins de dire ah ça baisse je vends. C'est ça qui m'a rendu un petit peu enragé, on va dire, la semaine dernière. C'est que du coup il y a eu plusieurs trades qui ne sont pas passés ou sur lesquels je me suis fait stopper pour 10 points. Je peux vous montrer par exemple un trade sur le Dow Jones qui m'a rendu un petit peu foufou mardi. Voilà, c'est vraiment à l'image de la semaine où on était en plein dans le rebond technique. Donc là, pour le coup, j'avais tenté un petit achat sur cassure d'OPR où je suis rentré juste à la cassure d'OPR qu'on peut voir en M5 sur le pullback, stop sous la bougie précédente qui casse l'OPR. Je me fais stopper pour 20 points pour derrière voir 250 points de hausse. Donc ça, c'est typique de ma journée de mardi. Ici, il y avait une jolie, d'ailleurs, je le vois, une jolie cassure d'OPR par le bas qui a été pullbackée parfaitement. C'était top. Il y a eu des belles choses qui sont passées aussi. Mais voilà, quand je vois ce genre de plan, j'étais un petit peu dégoûté. Il y a eu des réintégrations d'OPR pour me stopper BE, pour derrière vous dégueuler. Donc c'était un petit peu frustrant. Donc voilà, je vous témoigne aussi mon sentiment quand je suis un petit peu moins content. À nous d'être bons cette semaine et de tout défoncer comme on dit. Donc voilà mon plan sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Je reviens également sur notre ami le DAX Hounet, l'allemand qui, là, d'un point de vue daily, voilà, on a cassé le canal haussier qui encadrait tout le rebond. Il avait été plus solide que les indices américains sur cette phase du mois de mai. Il avait été un petit peu plus puissant dans son rebond technique. Il tenait mieux. Mais voilà, là, jeudi, cassure du canal, cassure de la MM50. Vendredi, confirmation. Bien sûr, il ne fait que suivre ses petits copains américains. Si demain, les US décident de faire des achats à bon compte, il suivra. Mais voilà, force est de constater que du côté du DAX, on a là aussi cassé le 61,8 du rebond technique. Donc voilà, pour demain matin, un petit pullback sur les 820 pour aller nous chercher les 100%. Ça peut se tenter, ça ira peut-être pas dans la même journée. C'est quand même un peu risqué de shorter alors qu'on est aussi éloigné des moyennes mobiles en 1 heure. Mais voilà, ça pourrait nous permettre de donner un petit rebond technique, peut-être même une petite exagération jusqu'à l'oblique que je vous ai tracé en noir ici. Mais voilà, plutôt essayer de travailler le flux également du côté du Nasdaq. On verra, bien sûr, on reste alerté. Il ne faut surtout pas se mettre de biais en tête. On a un biais baissier, le flux est baissier, mais si demain on constate que le flux change, il faudra changer de braquet, changer son fusil d'épaule. Donc on reste attentif et c'est pour ça que dans le cadre de l'école Livestream Trader, on analyse tous les matins en détail nos indices, on construit des plans ensemble pour essayer de remettre le cerveau à zéro et essayer de construire un plan chaque jour en fonction de ce qui se passe et pas en fonction d'une idée ou d'un biais. Voilà en tout cas pour les indices, j'espère que ça vous aide un petit peu.
Je fais cette seconde partie assez rapidement avec, on va regarder le gold qui a bien réagi au niveau du gold. Voilà, on est là. Alors regardez, on a typiquement un signal que j'ai pris et qui n'a pas fonctionné, mais c'est un petit peu usant. Mais voilà, il faut aussi garder la tête froide, il faut aussi garder son calme. Accepter que tous les trades ne puissent pas passer, et on l'a déjà prouvé maintes et maintes fois que voilà, les mathématiques ne peuvent pas se tromper. On sait qu'on a de la rentabilité même si on a des phases avec seulement 30, 40, 45% de taux de succès. Là cette semaine, pour vous donner une idée, je suis à 12% de taux de succès, donc c'est quasiment du jamais vu. Mais voilà, il faut garder son calme et puis continuer à appliquer sa méthode. On avait une épaule tête-épaule inversée magnifique qu'on a pris sur le pullback. On se fait stopper, c'était sur la session de jeudi. Évidemment, vendredi, volatilité, mais on est retourné dans ma zone d'objectif. Donc, on avait raison. Évidemment, avoir raison trop tôt, ça ne sert à rien. Mais quand je vois le gold dans cet état-là, eh bien, c'est un petit peu frustrant. Quoi qu'il en soit, le gold, il est venu chercher un espèce de support oblique bleu ici qui passe par presque tous les points bas. Il a tenu cette zone vers les 1820. Il y a un obstacle intéressant qui est la moyenne mobile 50 qu'il va falloir surveiller. Mais en cas de cassure, eh bien, il faut chercher des achats, je pense, sur le gold désormais. Attention donc à la moyenne mobile 50 et à cette oblique qui peut faire son troisième point de contact. Évidemment, quand vous trouvez 2 points, c'est facile de faire une oblique, mais pour l'instant, voilà, elle n'est pas cassée et elle peut encore faire son job. Donc, je vais attendre que ça sorte ici, que ça pète la zone des 1880 pour chercher des achats sur le gold avec voilà, du suivi d'achat sur des signaux bien particuliers, mais par exemple une petite cassure avec, je sais pas, en 1 heure, un triangle ascendant de continuation, ce genre de choses. Donc ça va être intéressant, donc plutôt à l'achat sur le gold, évidemment à condition de casser les 1880. Du côté du pétrole, eh bien, il est toujours aussi haussier, et ce sera le cas tant que ce flux restera super haussier en daily. Le flux, vous le voyez, c'est fait avec 2 moyennes mobiles, 20 et 50. Il s'est offert le luxe de casser son plus haut précédent lors de la première vague d'accélération et même de trop baquer très proprement. Voilà, je pense qu'il peut aller chercher d'autres sommets. Si on regarde un peu en hebdo, en prenant un peu de recul, on a une zone un tout petit peu plus haut vers les 129 à plus court terme et à plus long terme vers les 135. Donc c'était l'objectif d'un triangle ascendant qui a été cassé. Et donc, voilà, je pense qu'il va continuer à monter. Alors après, est-ce que c'est intéressant de rentrer à l'achat maintenant? Je ne pense pas que ce soit le meilleur timing. On va rester un petit peu à l'écart. En tout cas, n'essayez pas de le shorter pour l'instant, le pétrole. Essayez de vous placer au maximum dans le sens du flux. Si je reviens un petit peu sur le Forex, bon, on a fait quand même des belles choses sur le Forex. Si on fait un petit point sur nos divergences, 1 heure, qu'on prend, c'est plutôt pas mal. La dernière, c'était le CAD-CHF qu'on a sorti manuellement avant la stat qu'il y a eu sur justement le CAD. C'était en même temps que l'inflation américaine. Petite divergence 1 heure ici qu'on a prise qui nous a donné un ratio de 2,40. Là, sur les divergences 1 heure, je vous montre un petit peu le Discord. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est plutôt pas mal. Depuis le 7 mars qu'on s'est mis aux divergences 1 heure dans la communauté, on a fait 18 trades. On en a gagné 55%. On en a perdu que 6 et 2 BE. Et donc, à condition, évidemment, je dis bien à condition d'avoir été systématique et d'avoir suivi avec 1% de perte acceptée par trade, eh bien ça donne plus 21 en termes de pourcentage, plus 22 même quasiment. Donc c'est quand même assez incroyable les divergences, notamment 1 heure. Pour être transparent, je vous montre les 4 heures sur lesquelles il y a moins de bons résultats. Là, pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas. Ça nous donne un moins 4 pour l'instant depuis à peu près la même date sur cette divergence. Donc évidemment, si on additionne les deux, ça reste positif. Et je ne pense pas qu'on ait suffisamment de recul pour stopper les divergences 4 heures. Mais force est de constater que les 1 heure, il y en a plus. Elles sont plus efficaces et surtout elles sont plus courtes. En général, ça se joue dans la journée. Donc c'est ça qu'on apprécie. Les 4 heures, tu es obligé de rester plusieurs jours en position. Donc voilà, il est probable qu'on focus uniquement sur les 18 heures et pas sur les 4 heures. Mais en tout cas, elles sont assez efficaces. Alors après, vous n'êtes pas obligé de les suivre à 1%. Vous pouvez les suivre à 0,5, à 0,25. Votre résultat sera proportionnel à votre perte acceptée. Mais je suis assez content. Du côté du Forex, du coup, je vous ai sélectionné quelques paires, à commencer par l'USD Yen. En 1 heure, justement, on a... Le dollar continue sa hausse pour l'instant. On a un marché qui est super haussier. Déjà, je vous ai donné une opportunité, rappelez-vous, c'était tout en bas. On avait tenté un achat qu'on a fait sur la cassure des 127
avec comme objectif c'était d'aller chercher les plus hauts, donc il a juste défoncé notre objectif, donc ça c'était plutôt pas mal. Après moi je suis sorti sur l'objectif, et là on a quand même une deuxième chose intéressante, c'est ce triangle ascendant. Là on est vraiment dans un cas scolaire, avec un triangle ascendant en 1 heure, qui a une figure de continuation, l'une des plus connues, l'une des plus classiques, qui pour l'instant n'est pas encore confirmé. Il faut vraiment qu'on arrive à péter le haut du triangle. Mais voilà, on a typiquement ça. Alors après, est-ce qu'il a le potentiel USD-Yen d'aller plus haut? On est quand même sur des records, donc en extrême surachat, à la fois en hebdo, mais on est loin des niveaux qui ont déjà été atteints, certes il y a plusieurs années, mais ça peut continuer à monter, et on a un niveau qui est intéressant ici en mensuel, bien sûr, c'est un plus haut qu'on peut aller chercher autour des 144,50, 145, donc ça nous donne quand même de la marge. Ça nous donne quand même de la marge avec ce joli triangle ascendant qui va être travaillé par nous, bien sûr. Alors peut-être pas voilà, d'un coup, il ira peut-être en plusieurs vagues, mais en tout cas il est à surveiller, et s'il est validé, il faut l'acheter avec un stop qui se met sous le plus bas précédent. Donc ça, on a une belle opportunité. Ensuite, une opportunité daily, c'est l'euro NZD, qui est un petit peu plus couillu, j'ai envie de dire. On a une première vague de hausse, on échoue sur le palier quasiment parfaitement des 61,8, d'accord, donc toujours ce 61,8 qui nous embête, en tout cas qui est important dans cette paire. On a ce qu'on appelle un petit drapeau, un petit canal baissier drapeau, qui est une figure de continuation. On s'offre une cassure, il vient trop baquer le drapeau quasiment parfaitement. Donc là, il y a deux options. Soit tu prends le drapeau un petit peu voilà, comme ça, avec un stop sous les plus bas, et tu serre les fesses entre guillemets pour qu'il fonctionne, pour aller chercher. En général on retrace ce que j'appelle la hauteur du mât, donc ça donne même beaucoup plus que la vague précédente, mais tu vas déjà chercher ton 100%, un petit peu plus couillu, mais l'avantage c'est qu'on a un super risk reward. Soit tu te dis ok, j'ai ce scénario en tête, mais je vais attendre une confirmation en cassure des 61,8, sachez qu'il avait déjà cassé une première fois, et du coup tu as un stop soit identique qui donne du coup une taille de position plus petite, mais qui donne quand même un bon risk reward en allant chercher les 100%, soit en mettant un stop sous les 50, ce que je ferai certainement, 61,8 cassé, stop sous 50, plan un petit peu plus agressif. Finalement on a le même stop que la première opportunité, mais on a une petite confirmation supplémentaire, et du coup qu'est-ce que c'est le risk reward? C'est combien on gagne vs combien on perd. Là en termes de pips, on a une perte d'à peu près 245 pips pour un gain d'environ 670, donc un ratio de 2,5, 2,6, donc c'est plutôt pas mal. Du côté de l'euro-dollar, bon, il est toujours en phase de baisse, on a un euro qui baisse, on a un dollar qui est fort, qui a été renforcé par justement les chiffres de l'inflation. Pourquoi? Je l'ai dit en début de vidéo, parce qu'on a la Fed qui continuera à durcir le ton et continuera à monter les taux, donc on a un dollar qui visiblement n'est pas prêt de flanchir. Et là, à plus court terme, on a vraiment notre méthode, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est le 61,8 de la dernière vague de hausse à surveiller du côté de l'euro-dollar, flux baissier, on arrive dessus, on voit bien que c'est un niveau important puisqu'il est testé plusieurs fois, alors que le 50 il s'est passé comme dans du beurre, donc c'est vraiment le 61,8 qui est majeur. Si on va vraiment chercher sur des unités de temps plus courtes, on peut même trouver un espèce de petit fanion, donc il y a également une figure de continuation. Voilà, donc bon, j'ai envie de shorter l'euro-dollar justement sur la session de lundi, si jamais il casse en 1 heure les 61,8, idem, je mettrai un stop au-dessus des 50 pour aller chercher mes 100%. Donc vous voyez, j'ai à peu près 60 pips, pardon, j'allais dire 60%, 60 pips de perte pour à peu près 170 de gain, donc presque un ratio de 3 également là-dessus. Côté action maintenant, pour terminer, donc évidemment, j'ai pas envie d'acheter des titres vu la tendance. Vous allez me dire, c'est maintenant qu'il faut en acheter. Oui, on sait, en mars 2020, il y a eu un crack de 40% qui a donné lieu à des achats à bon compte. Et à ce moment-là, les gens qui se sont mis à la bourse, qui était en plus une période de confinement, donc il y a beaucoup de débutants qui ont vu des actions pas chères, qui se sont mis, je vais acheter plein de titres, et qui ont gagné parce que il y a eu un joli rebond, et encore une fois bravo à eux. Vous voyez bien que le marché il a complètement changé et qu'il suffit pas d'acheter des baisses pour gagner. Donc tant qu'on n'a pas un énorme signal de reprise technique, et c'est pour ça que je suis resté prudent sur les actions, même si j'en ai pris une ou deux, parce que voilà, il faut aussi de temps en temps se prendre des plans qui sont validés. J'ai pris du Amazon tout en bas, j'ai pris du Hermès tout en bas pour commencer à accumuler. C'est trop tôt pour faire un big achat goré. Donc voilà, j'ai 2-3 opportunités en vente pour travailler des shorts, donc des ventes à découvert. J'ai une opportunité magnifique, une divergence hebdo sur Dassault Aviation qui est validée, donc qui nous donne un super ratio,
puisque vous connaissez la musique. Quand je travaille une divergence, mon objectif c'est 50% de Fibonacci avec un stop au-dessus du plus haut. Parce qu'une div qui fonctionne, elle ne fait pas de plus haut. Et encore, c'est petits joueurs, hein, même si ça représente une grosse baisse en pourcentage, ça représente 20% de baisse, eh bien, c'est pas un plan qui n'est pas crédible. On pourrait même derrière s'offrir le luxe d'aller chercher les 100 euros. Quoi qu'il en soit, en termes de RR, donc on a une perte acceptée de 11,20 euros par action pour un gain de 32, donc on a presque un ratio de 3 sur cette divergence baissière validée en hebdo, et une deuxième un petit peu similaire, mais du coup c'est sur du journalier, on a une divergence baissière validée en daily sur l'action Coterra Energy, une action américaine qui nous offre un ratio un petit peu moins important avec 7,35 de gain pour 2,60 de perte, mais on est pratiquement sur les mêmes stats en fait, simplement il est un petit peu plus crédible puisque ça donne, oh remarque, je dis des bêtises, c'est 20% de baisse aussi, autant pour moi. Voilà pour les actions, les opportunités en tout cas. J'en surveille d'autres à l'achat, hein. Je surveillais Pernod Ricard, je surveillais AT&T avec un joli W hebdo validé, je surveillais Domino's Pizza qui a quand même bien rebondi, il y a quand même des belles choses, hein, du Nike, du Intel, mais pour l'instant voilà, c'est soit les plans s'invalident et donc j'y vais pas, soit du coup on s'est complètement retourné et du coup voilà, c'est plus le bon timing. Oui, bravo ceux qui ont acheté des titres il y a 10 jours, qui ont joué le rebond, ce qu'on avait fait d'ailleurs sur Amazon par exemple, mais là c'est revenu au point de départ, donc évidemment pas super confortable. Je termine avec notre ami le Bitcoin. J'aime pas non plus. Alors il y a justement Celsius Network qui est un petit peu au cœur de l'actualité, qui pourrait faire défaut, et donc c'est ce qui pèse sur les cryptos, notamment sur l'Ethereum principalement. Il y a cette zone qui n'arrive pas à être sauvée, hein, cette zone symbolique des 30 000. Il a une deuxième fois, il ne l'avait jamais vraiment fait en clôture. Là, il est évolué sous les 61,8, et ça, j'aime pas, sous les 61,8, et c'est la première fois qu'on va peut-être, ce soir, on verra si ce soir, le niveau des 28 300 est sauvé, ce sera une bonne chose. Mais s'il ne sauve pas ce niveau des 28 300 $ ce soir, c'est la première fois qu'en hebdo, on clôture sous 61,8 de la dernière vague de hausse. Vraiment celle très long terme qui est partie des 3002 jusqu'au quasi 70 000. Donc pas bon du tout, avec un objectif court terme qui sera au moins d'aller rechercher l'ancien plus haut hebdo vers les 20 000, le premier record historique lorsque tout le monde a commencé à entendre parler du Bitcoin, c'était en 2017. Voilà, je vois pas d'autres plans possibles. Il y aura évidemment le plus bas de la dernière crise, entre guillemets, c'était sur la bougie du 12 mai qu'il faudra surveiller attentivement si jamais vous êtes short ou si jamais vous tentez la vente sur le Bitcoin. Mais pas bon du tout. Le double top mensuel, en plus, même si j'espérais qu'il soit sauvé le mois dernier, il n'est pas sauvé. Donc voilà, ça pue, et c'est peut-être la première fois que je suis aussi pessimiste là sur le Bitcoin, ce qui ne veut pas dire que j'aime pas les cryptos, ce qui ne veut pas dire que j'aime pas le Bitcoin. Au contraire, et bien sûr, lorsqu'il y a des signaux de retournement, j'en achète et j'en achèterai de nouveau. Voilà, je préfère le payer, me faire stopper une fois ou deux, mais le payer vers 20, 28, 27, faire des tentatives sur les niveaux comme ça, que de l'avoir acheté à 70 et de serrer les fesses. Et c'est ce que j'ai fait sur l'Ethereum, je l'assume, j'ai tenté la divergence haussière en achetant de l'Ethereum à 1920, voilà, avec une divergence haussière validée dans une Wolf, dans une zone magnifique, et l'actualité économique a fait que ce niveau a été cassé, et comment, et du coup pas bon pour l'Ethereum qui pourrait malheureusement souffrir encore, puisque si on fait le Fibo de la dernière accélération haussière, eh bien c'est cassé, et on a comme objectif, c'est plus court terme, c'est un niveau que je surveillerai également, cette zone des 1350 $, qui est l'ancien top hebdo qu'il va falloir surveiller de nouveau. Mais pareil, danger, mais il ne faut pas non plus tout voir mal, hein, c'est les soldes, et on attend juste qu'il y ait le bon signal pour essayer d'en prendre. Je reste très attentif. Donc voilà, nous d'être bons cette semaine, on avait tout bien vu, on a eu moins de réussite. Évidemment, ça va s'équilibrer. Je reste évidemment satisfait de la lecture qu'on peut apporter au marché, satisfait des membres Livestream. Il y a eu encore beaucoup de membres cette semaine qui ont réussi des challenges, qui sont désormais financés, des membres qui ont fait des belles factures
à FTMO, à Topstep. Hein, je pense notamment à Henrik qui a fait un retrait par rapport à la performance qu'on a fait au mois de mai de pratiquement 28 000 $. Donc quand je vois ça, je suis trop fan, trop fier parce que c'est en partie moi qui vous ai formé et du coup je suis content de voir que ça fonctionne. Bien sûr, il faut travailler, il faut se remettre en question, c'est long, c'est pas en 2 semaines que vous allez apprendre à faire du trading correctement. Il faut apprendre les bons réflexes, il faut apprendre les bonnes règles. Ça va du money management à la confiance en soi, en passant par le mental, en passant par la technique bien sûr, mais c'est un tout et je suis fier d'avoir monté l'école Livestream Trader qui compte encore plus de membres que l'année dernière et bravo à eux, merci également à ceux qui nous suivent sur YouTube. Je vous retrouverai demain sur la vidéo LNDJ que je vous poste tous les jours et puis je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.